Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette troisième édition des webinaires dédiés aux enjeux eau énergie dans les industries agroalimentaires. Donc notre troisième opus va tourner autour de la thématique de la valorisation des ressources. Et donc, petite information logistique pour commencer, donc un replay sera disponible, donc le webinaire est actuellement enregistré. Tout au long des présentations, vous aurez les micros qui sont automatiquement désactivés, mais il y a un chat qui va être disponible pour du coup poser vos questions. Et puis, on pourra bien sûr ouvrir tous les micros à la fin pour que la discussion soit un peu plus facilitée. Alors, petit point juste pour cadrer pour ceux qui n'ont pas suivi les premières rencontres. Donc, cette série de webinaires est organisée par plusieurs pôles et clusters. Donc, des pôles sur la thématique de l'eau avec Aquavalley et Eco Entreprises. Donc, Simon Ivier, Simon Nardin et moi-même, Mylène H, pour représenter la filière. Des pôles spécialistes de l'énergie, donc avec Derby et Cap Énergie, donc Ophélie et Morgane qui sont présents sur le tour de table. Et des pôles plus orientés, du coup, applications, spécialistes de l'agriculture, de l'agroalimentaire et également de la cosmétique pour le pôle Innovalliance, et donc Agri Sud-Ouest Innovation. Et donc, pour vous remettre aussi un petit peu dans le sujet, pourquoi on organisait ces webinaires, on voulait vous donner quelques petits éléments sur les différents enjeux, à la fois eau et énergie, qui entourent les sujets et notamment qui impactent les industries agroalimentaires et cosmétiques. Et donc, je vais laisser la main tout d'abord à Simon pour qu'il puisse vous présenter les enjeux eau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a choisi de faire ces webinaires sur les industries, puisque c'est une filière. Alors, comme vous voyez sur le camembert, c'est pas la filière en France qui est la plus consommatrice d'eau, puisque 24% pour l'eau potable, 22% pour l'énergie, 48% pour l'agriculture. Et puis, hors centrale électrique, on a 6% pour l'industrie. Mais ces 6%, même si c'est une relativement faible part de consommation de l'eau en France, c'est sensible puisque dans le cadre de situations tendues sur la ressource en eau, il peut y avoir des restrictions sur les consommations qui entraînent des risques de cessation d'activité. Donc il y a un impact économique fort avec un contexte réglementaire qui évolue. Le 5 juillet 2023, il y a eu un arrêté ministériel qui a proposé des éléments de réglementation nationale pour avoir une gestion plus sobre de cette ressource en eau pour certaines catégories d'ICPE avec des prélèvements qui seraient réduits donc de 5% en cas d'alerte, 10% en cas d'alerte renforcée et puis moins 25% en cas de crise. Et, euh, et on a un plan eau donc, qui a été annoncé l'an dernier par l'État avec un objectif de moins 10% prélevé d'ici à 2030. Donc il y a une dynamique qui s'opère là sur les enjeux de l'eau et qui touche l'industrie. Et récemment, le 24 janvier dernier, il y a eu une réglementation sur la reuse dans les industries du secteur alimentaire, un décret qui a été publié et qui marque aussi là une étape significative dans cette évolution de la réglementation. Donc, qui précise notamment les catégories d'usage possibles, la procédure d'autorisation des projets de production d'eau usée traitée recyclée, et puis les modalités de surveillance à mettre en place pour s'assurer que cette production d'eau réutilisée est compatible avec les enjeux sanitaires liés à l'alimentaire. Donc voilà, en conclusion, sur la partie enjeu de l'eau liée à l'industrie, on peut retrouver trois manières de faire des réductions. C'est d'avoir des dispositifs hydroéconomes implémentés à l'industrie, d'avoir une mise en circuit fermé et un recyclage des eaux, et d'avoir des procédés tout simplement plus économes et des changements de pratiques qui peuvent se mettre en place au sein de l'industrie. Voilà, je laisse la parole à la filière énergie pour la partie enjeu énergie. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, sur les enjeux énergie pour l'industrie, en termes énergétiques, les enjeux sont liés principalement au coût de l'énergie pour les différents secteurs qu'on retrouve là, ci-dessous, avec différentes consommations, donc 23% pour la métallurgie, 24% pour les matériaux de construction, 26%
pour l'industrie chimie et des projets du coup de décarbonation aussi de l'industrie pour réduire les gaz à effet de serre. Et donc, il y a des plans de sobriété énergétique du gouvernement qui visent à mobiliser donc, les acteurs les plus polluants de ces secteurs et réduire les consommations pour obtenir une neutralité carbone à horizon 2050. Donc ça, c'est les différents leviers. Et je ne vais pas détailler plus en fait les solutions donc des intervenants là vont vous être présentées, les opportunités de financement aussi sur la décarbonation et la réduction des consommations vous êtes présentées à la fin du webinaire. Merci à tous les deux. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc juste pour vous rappeler que les 2 premières sessions, notamment, étaient enregistrées. Donc, il y a un replay qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Aqua-Valley. Donc, le premier webinaire, c'était mieux piloter pour mieux consommer. Donc, vous avez des retours d'expérience sur notamment stockage saisonnier d'énergie dans l'eau avec la société Eau Costaud, l'économie d'eau en industrie agroalimentaire avec retour d'expérience de la société IRH du groupe Antea. Et un retour d'expérience aussi sur l'autoconsommation photovoltaïque, donc avec l'entreprise Voltalia. Le deuxième webinaire qui était consacré à utiliser les ressources alternatives. Donc là aussi, vous avez un replay avec retour d'expérience sur usine zéro rejet, donc avec le projet Live Zeus de l'entreprise Chemdoc. Un autre retour d'expérience sur tout ce qui est recyclage, désinfection des autres process en industrie avec l'entreprise Minerve Technologies. Et 2 autres retours d'expérience sur la partie plus énergétique, donc décarboner la chaleur avec Ecotech Ceram et un retour d'expérience sur la vapeur solaire en industrie avec Alto Solutions. Donc tout ça, c'est disponible en replay si vous êtes intéressé. Et nous allons nous intéresser maintenant à la 3e partie, donc valoriser les ressources, avec 3 présentations qui vont vous être faites. Donc la première avec l'entreprise CVE pour valoriser le bio-CO2 de méthanisation. On restera ensuite dans le sujet méthanisation avec la société Arcolia et ensuite la société Sapoval nous parlera de retour d'expérience pour optimiser en station d'épuration, l'optimisation de stations d'épuration dans l'abattoir et récupération de chaleur des effluents. Donc on va laisser tout de suite la parole aux premiers intervenants, donc Simon Vidal et Vicky Sallier-Viguet. Normalement, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros et ce que je vous propose, c'est de passer vos slides voilà, au fil de l'eau en fonction de votre présentation. Bonjour à tous et toutes. Bonjour, vous nous entendez bien? Très bien. Du coup, pardon, j'ai pas compris, c'est vous qui passez les slides ou on partage notre écran? Alors, les slides sont déjà intégrés, donc je peux les passer pour vous. Ok, d'accord. Voilà, On vous fera signe là. Ça marche. Ça marche. Vicky, est-ce que tu commences par te présenter? Ouais, volontiers. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on est très heureux avec mon collègue Simon de vous présenter aujourd'hui la démarche de CVE sur la valorisation du bio-CO2 de méthanisation. Donc moi, je travaille, Vicky Sallier-Viguet, je travaille à la direction Innovation, Impact et Hydrogène de CVE. Et je vais laisser Simon se présenter. Et donc Simon Vidal, responsable nouveau marché biogaz au sein de CVE sur le territoire français. Donc je réfléchis à toutes les externalités, les coproduits qui peuvent se rattacher à notre activité de méthanisation de biogaz. Donc tout ce qui est gestion des biodéchets, du CO2 biogénique dont on va vous parler, mais aussi de stations GNV et autres sujets externes. On peut passer la slide, je pense. Merci. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter peut-être en 2 mots CVE pour ceux qui ne nous connaissent pas, avant de revenir bien sûr plus en détail sur nos activités biogaz et la valorisation du bio-CO2, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et peut-être revenir en 2 mots sur un projet pilote qu'on développe actuellement. Sur le sujet. Donc, en 2 mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc CVE, c'est une société qui a été créée en 2009, qui est basée à Marseille. Et on est aujourd'hui également présent en Afrique du Sud, au Chili, aux États-Unis, en Espagne, et je crois que je n'oublie rien. On est donc un producteur indépendant français d'énergie renouvelable, positionné sur 3 énergies, le solaire, le biogaz et l'hydrogène vert, pour un parc total en production en exploitation en 2022 de 730 MW et un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros. On regroupe aujourd'hui un peu plus de 400 collaborateurs. Donc CVE, en fait, a été créé en 2009 autour de la volonté de pouvoir répondre aux besoins énergétiques des entreprises,
des collectivités et du monde agricole, tout en étant en cohérence avec leurs enjeux environnementaux, avec un axe fort sur une volonté de limiter notre impact sur les activités humaines et le climat. Donc on a aujourd'hui un modèle de production, un modèle qui repose sur la production et la vente directe d'une énergie renouvelable produite de manière territoriale exclusivement et commercialisée en circuit court. Donc, on est sur des modèles de production d'énergie décentralisée et on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur puisque CVE va développer, financer, construire et exploiter ces unités de production qu'elle détient en propre ou en partenariat puisque le capital de nos projets est systématiquement ouvert à nos clients et à nos partenaires. Et on est donc entreprise à mission depuis mai 2022 et certifié B Corp depuis juin 2023. Voilà en 2 mots, on peut passer à la slide suivante. Merci. La direction innovation a été créée donc, au sein de CVE il y a 4 ans, en 2020. Elle a intégré progressivement les dimensions impact et hydrogène. Donc, on est aujourd'hui direction impact, innovation et hydrogène. Et on se structure sur 4 principaux objectifs. Explorer les nouvelles technologies, donc tout ce qui est se développer sur de l'innovation technologique. Construire des nouveaux modèles. Là, on est sur des innovations de modèles comme l'agri-PV notamment. Optimiser nos process et nos installations et bien sûr maîtriser nos impacts. Donc à titre d'exemple, sur ces 2 dernières années, on a travaillé notamment sur des outils d'analyse du cycle de vie de nos centrales photovoltaïques et de nos unités de production de méthanisation. On a aussi travaillé sur le développement de jumeaux numériques pour optimiser la performance de nos centrales. Et puis, on s'est intéressé à des nouveaux modèles comme l'agri-PV, l'autoconsommation collective et justement pouvoir travailler sur la valorisation des externalités de nos unités de production de méthanisation et donc sur la valorisation du bio-CO2. Et je vais laisser la parole à mon collègue Simon pour vous en dire un petit peu plus là-dessus. Oui, pour vous présenter en effet un cas concret, donc on peut passer à la slide suivante. Ouais. Donc déjà, pour rappeler un petit peu l'activité de CVE Biogaz, donc qui est une filiale de CVE. Donc CVE Biogaz a fait le choix d'être présent sur toute la chaîne de l'activité de la méthanisation. Donc on est vraiment très présent sur la gestion des déchets, donc sur la collecte, le traitement et leur valorisation, ce qui nous permet en fait d'avoir un maillage en réseau de centres de biodéchets avec une préparation de ce qu'on appelle des soupes de déchets qui vont vraiment être packagés pour ensuite aller alimenter nos unités de méthanisation. Et donc le processus de digestion et de production du biométhane. Et donc cette production du biométhane, nous on ne fait que des projets de taille, on va dire, moyenne industrielle, 25 gigawatts, 250-300 normes mètres cubes heure, en injection réseau. Donc on vient se brancher sur le réseau national, GRT ou GRDF. Et un des coproduits donc, sur lequel on va faire un focus aujourd'hui, c'est le CO2 biogénique. En fait, il faut savoir que quasiment la moitié, ou du moins un gros tiers des flux de gaz d'une unité de méthanisation, c'est donc il y a la partie, pardon, les 2 tiers du biométhane, le reste, ça va être ce qu'on appelle des off-gaz, des évents, qui jusqu'à présent étaient rejetés aux petits oiseaux, puisque considérés comme des gaz pauvres et donc pas valorisés. Et donc, on va réussir à les capter, les liquéfier, les purifier et en obtenir du CO2 biogénique. On a également du coup tout un pan sur le développement des mobilités et des nouvelles énergies, donc des stations GNV, passer notre flotte de camions sur des vecteurs d'énergie propres. On assure aussi la vente de ce biogaz. Et le dernier, 3e gros pilier, qui est vraiment essentiel, c'est la valorisation du digestat, vraiment de la matière sèche ou humide qui reste en fin de cycle de la méthanisation. Donc ce digestat où on va aller vraiment valider des plans d'épandage, un suivi agronomique et un vrai ajout de fertilisation et d'amendement des sols auprès des collectivités, des chambres d'agriculture et des agriculteurs. Donc on a cet ancrage territorial et agricole. Donc 3 métiers essentiels, hein, vraiment collecte et traitement de valorisation des déchets, production de biométhane et de son coproduit, le CO2 biogénique. Et donc ce que je disais, c'est vraiment valorisation du digestat comme un engrais organique pour venir amender les sols agricoles. Très brièvement, comme le rappelait Vicky, donc CVE Biogaz, aujourd'hui, on est environ 80 collaborateurs.
on tend à croître assez rapidement, donc on vise à être 120 d'ici 2030. En termes de production de biométhane, on est aujourd'hui à 0,5 TWh, on vise à tripler cette production d'ici 2030, et donc également sur nos nombreuses unités en exploitation, sur le tonnage aussi en déchets, collecte et traitement des déchets, et le CO2 biogénique. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera peut-être pas parlant pour nombre d'entre vous, mais on vise à valoriser 50 000 tonnes de CO2 par an et tripler ce volume d'ici 2030. Donc concrètement, le CO2 biogénique issu de méthanisation, on ne sait pas trop, quand on se penche pas sur ces sujets-là, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Puisque le CO2, déjà, personne, il y a quelques décennies, n'avait vraiment une idée de son usage dans les procédés industriels. Le CO2, aujourd'hui, il vient de sources dites conventionnelles, de l'industrie de la pétrochimie, de l'industrie de l'engrais ou de l'industrie du bioéthanol. Souvent de sources très éloignées, très impactantes en termes d'impact carbone, des camions qui parcourent des milliers de kilomètres, et un marché qui est vraiment qui subit de fortes pénuries, de fortes fluctuations de prix, et une indépendance énergétique qui n'est pas du tout assurée sur ce marché-là. Et en fait, à côté, la méthanisation, elle offre la possibilité de capter, de valoriser du CO2, puisque 35 à 45% des flux du biogaz, c'est du CO2, de par le procédé de digestion anaérobique. Ce CO2 qui était présent dans la matière organique végétale, ben, on le retrouve en bout de chaîne de la méthanisation. Et donc, en venant brancher un module de liquéfaction, purification à nos épurateurs de biométhane, donc à notre unité de méthanisation existante, on va réussir à isoler ce gaz, à le purifier à des normes vraiment très très élevées, donc pour atteindre des qualités alimentaires connues sur le marché de la part des grands gaziers. On le stocke sous forme liquide cryogénique, moins 20 degrés de bar, qu'on peut ensuite transporter par camion. Et donc, ça permet de répondre à plusieurs enjeux. C'est aujourd'hui, on a les acteurs qui en ont besoin donc, pour plein d'usages. On va retrouver l'industrie de la boisson, l'industrie de la glace carbonique, la glace sèche, qui ne laisse pas de résidus humides quand elle sèche, quand elle fond, de par la sublimation du CO2. L'industrie viticole, vinicole, l'industrie agroalimentaire pour tout type de packaging d'aliments. Quand vous achetez votre paquet de salade ou votre paquet de chips, on y retrouve des gaz d'atmosphère protectrice. On va retrouver les abattages, les aciéries, tout procédé en fait de soudage aussi peut utiliser du CO2. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Les céristes également, pour accélérer la photosynthèse des végétaux. Et donc ces acteurs-là, en fait, sur le maillage français, ils subissent énormément de pénuries, énormément de complications pour s'approvisionner d'une semaine à l'autre en molécules. Et le fait de leur offrir des sites de production décentralisés à production et donc approvisionnement stable, à un prix compétitif et visible sur le long terme, avec une dimension biogénique, donc qui vient du sol et donc organique, et qui vient en plus améliorer l'impact carbone de leur activité, eh bien, on se rend compte qu'en fait, il y a une forte appétence sur le marché français. Et donc, les acteurs de la méthanisation commencent à se structurer, à devenir des concurrents partenaires pour justement construire ce maillage de sites de production qui permettra, en complément de l'offre des grands gaziers, de pouvoir livrer nos consommateurs et nos industriels sur le maillage territorial. Aujourd'hui, on a un premier projet pilote qu'on va vous présenter après, qui est à Equimed dans le sud de Paris, et qui permettra justement d'adresser donc ce CO2 de manière biogénique, locale, et qui répond aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Donc, je viens d'en parler. L'idée, c'est vraiment de proposer une stabilité des prix, une production régulière avec une sécurité dans l'approvisionnement. Toujours, comme tous nos autres projets chez CVE, rester en boucle locale et sur la dynamique territoriale. Donc, ne pas aller livrer des clients à 1000 km, mais vraiment se restreindre à un périmètre d'1 heure de conduite, donc environ 5 km.
offrir des gains financiers, puisque beaucoup plus de sécurité dans l'approvisionnement et la stabilité des prix. Les gains environnementaux, on a fait un fort travail de calcul de l'impact carbone de nos projets de méthanisation. Et sur la brique CO2 biogénique issue de méthanisation, par rapport au CO2 conventionnel, on a une diminution de 97% de l'impact carbone. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très impactant. Et donc, un CO2 biogénique de très haute qualité, puisqu'on arrive à des normes EGA ISBT 99,9% de pureté. Donc on peut s'adresser à des clients extrêmement exigeants sur l'industrie agroalimentaire. Très concrètement, là, vous voyez la chaîne de l'activité de la méthanisation. On part des biodéchets sur la gauche qu'on va venir traiter, valoriser pour injecter dans nos digesteurs, produire du biométhane. Et en bout de chaîne, vous voyez donc tous les produits ou coproduits valorisés. Donc on va retrouver le biométhane et aujourd'hui le bio-CO2 qui fait aussi partie intégrante de cette activité de méthanisation. Et en troisième, le digestat dont je parlais tout à l'heure, cet engrais organique qui va venir nourrir les sols. Très rapidement aussi, donc comment se passe la filière de production du bio-CO2 ou CO2 biogénique issu de méthanisation? On va simplement venir se brancher à l'épurateur, aux membranes à d'épuration du biogaz en biométhane et venir capturer ce flux qui, jusqu'à présent, n'était pas valorisé, ce flux de off-gaz qu'on appelle évent, et à travers un procédé de distillation cryogénique, on va réussir à isoler ces molécules de CO2, à venir les purifier avec aussi une phase de charbon actif, les stocker sous forme cryogénique à -20 degrés 2 bar dans des cuves de stockage sur site de production. On va ensuite les analyser avec des carboscans. C'est un petit peu on va dire l'usage dans l'industrie gazière. C'est des analyseurs spectrographiques qui vont être extrêmement pointus, extrêmement fins dans l'analyse pour s'assurer qu'il n'y a aucune impureté, aucune pollution. On va également venir tester, faire des tests de goût et de odeur et de contenance, donc faire un cube de glace carbonique pour vraiment voir l'apparence de ce CO2. Et une fois que tout est analysé avec un certificat d'analyse, on va pouvoir aller livrer le client, donc remplir sa cuve sur site, et lui ensuite va venir regazéifier au fil de son usage, de sa consommation. On pourrait imaginer une canalisation avec une distribution directement gazeuse, mais ça nécessiterait d'être vraiment à proximité du site de consommation, d'avoir une production 100% régulière sans aucun aléa et une consommation en face qui est extrêmement linéaire. Voilà, très peu de flexibilité et un cas d'usage qu'on rencontre très rarement. Donc aujourd'hui, on passe par la forme liquide. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, très rapidement, on voulait vous présenter en 1 minute le premier projet pilote qu'on lance en la matière, donc un projet qui s'appelle Colocal, qui vise donc à la valorisation du bio-CO2 issu de 2 unités de méthanisation déjà existantes de CVE, à Équimette et Montbrison, avec une première phase d'abord sur Équimette, comme le soulignait Simon, sur lequel on va pouvoir ajouter une brique purification et liquéfaction du CO2. Avec un CO2 qu'on souhaite proposer à l'industrie agroalimentaire française, avec donc un enjeu à atteindre les normes agroalimentaires nécessaires. Et c'est un projet qui permettra d'éviter environ 5000 tonnes de CO2 par an. C'est un projet qu'on a soumis à France 2030 et qui bénéficie d'une aide donc de BPI France, qui pourra atteindre entre 800 et 900 000 euros. Projet qui a d'ailleurs été soutenu par Cap Énergie dans un processus de labellisation en amont de la soumission de notre projet, et qui durera 2 ans. Voilà, donc ça sera la première application de notre modèle. Je pense qu'on peut passer cette slide parce que je vois le temps qui tourne aussi. Puis on en a déjà un petit peu parlé. Et voilà, et donc du coup, les objectifs, comme on l'a souligné, c'est vraiment de montrer la faisabilité technique de pouvoir adresser le marché de l'agroalimentaire. Donc c'est un projet pilote qui vise ensuite à une réplication sur nos autres sites.
accroître la valeur économique, environnementale et sociétale des projets de méthanisation en pouvant montrer qu'on peut aussi valoriser les coproduits de la méthanisation à des fins commerciales très intéressantes et développer une économie locale et autonome puisque tout le modèle repose sur la création de boucles locales avec une commercialisation en circuit court. Voilà, je crois qu'on en a fini et bien sûr disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Je n'en vois pas dans le chat, juste, moi je l'ai pas écrit, mais ça me vient maintenant. En fait, les industries, les usagers que vous ciblez actuellement, ils se fournissent en CO2 via l'industrie plutôt charbon, pétrole, gaz? Ils passent en fait par les grands gaziers qui sont connus sur le marché, donc les Air Liquide, Nippon, Linde, Air Product, Praxair, qui sont en fait des gaziers qui vont avoir des activités proches des industries pétrolières ou de l'engrais ou du bioéthanol. C'est vraiment les trois sources de génération et de production de CO2, que ce soit direct ou indirect. Et donc ces grands gaziers, de par leur maîtrise du gaz, les gaz de l'air, donc oxygène, azote, CO2, argon et hydrogène, hélium, mais ils commercialisent aussi ce CO2 puisqu'ils maîtrisent très bien la chaîne de stockage, de purification et de distribution de ces gaz. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ces grands gaziers qui ont un peu un monopole du marché, mais qui n'ont pas du coup cette approche décentralisée que l'industrie de la méthanisation peut offrir. Ok, merci. Et du coup, je voyais une main levée, j'allais dire juste les 97% d'économie se font surtout sur le transport, c'est ça? En grande partie sur le transport, et puis aussi Ok. le fait que le CO2 biogénique, il est, de par l'activité de la méthanisation et donc ces intrants biologiques biogéniques, il est considéré comme neutre, puisqu'on vient valoriser une source organique et non pas, on ne vient pas rejeter une source de CO2 issue du sous-sol, comme peut le faire l'industrie fossile. Merci. Et oui, effectivement, le transport joue un énorme rôle sur cette baisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'intervention suivante? A priori, on est bon. Bon, bah super. Bah, merci à tous les deux en tout cas. Merci. Merci à vous. Donc, vous avez les coordonnées, bien sûr, des deux intervenants. Et on va passer du coup à la présentation d'Arcolia, donc avec Armelle Spiligol. J'espère que je prononce pas trop mal. Donc on vous laisse la main et pareil, je peux passer vos slides. Ok, très bien, merci. C'est un plaisir d'être présente aujourd'hui pour vous présenter donc la valorisation de déchets organiques par méthanisation. Donc, on a parlé de la valorisation du CO2 de méthanisation et maintenant on va parler de l'étape d'avant, finalement, la méthanisation. Vous pouvez peut-être avancer. Ok, donc je vais commencer comme mes prédécesseurs par présenter rapidement la société, donc Arcolia Énergie. Donc c'est une entreprise qui fête ses 15 ans cette année. Qui intervient sur 3 énergies renouvelables, donc photovoltaïque, éolien et biogaz. Au niveau du biogaz, on intervient d'ailleurs sur 2 domaines distincts, la méthanisation et la méthanation. On intervient un peu comme CVE finalement sur toute la chaîne de valeur puisqu'on va aller du développement de projet jusqu'à l'exploitation et la production d'énergie en passant par la construction, la conception et bien sûr la maintenance. On est présent en France et principalement sur la moitié sud et l'ouest, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et on commence à se développer également dans l'est. On a créé une agence à Strasbourg il y a maintenant 1 an. Donc depuis 15 ans, on est en constante évolution, hein, on peut le voir au niveau de l'histogramme en bas à droite, qui représente notre chiffre d'affaires. Et on peut constater qu'on est aujourd'hui sur un chiffre d'affaires qui est aux 2/3 composé de notre activité de construction et un tiers composé par notre activité de production d'énergie.
Et en 2022, par exemple, nous avons produit 400 gigawattheures, toute énergie confondue, donc beaucoup de solaire et également du gaz vert. Au niveau référence, aujourd'hui, on a une dizaine d'installations de méthanisation qui ont été construites par nos soins et certaines sur lesquelles on est associé, majoritaire ou minoritaire, sur la production. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est la méthanisation. Donc, qu'est-ce que la méthanisation? Dans la méthanisation, c'est un processus biologique qui existe à l'état naturel, qui va permettre la dégradation de matière organique par des bactéries, et tout ça se déroule en l'absence d'oxygène. Donc, ces bactéries, elles vont dégrader cette matière organique, elles vont permettre la production de biogaz, qui est composé grossièrement à moitié-moitié de méthane et de CO2. Et on va également obtenir un résidu de cette matière organique qui n'a pas été dégradée et des autres matières qui étaient présentes dans les intrants, qui s'appelle le digestat et donc qui est un résidu qui pourrait être comparable à du compost, bien que ça ne va pas forcément prendre la même forme, mais voilà, c'est un amas de matière organique et d'eau et un petit peu de matière minérale et qui va pouvoir être valorisé de son côté également. Donc contrairement au gaz naturel, hein, on est vraiment sur un gaz renouvelable qui est produit à partir de matière organique et donc qui est une matière renouvelable également. On peut avancer. Donc qu'est-ce qu'on peut méthaniser et qu'est-ce qu'on peut valoriser en méthanisation? Donc en fait, c'est tout simplement toute matière organique, sauf les matières ligneuses, donc pas de bois. Et donc on a vraiment un grand panel de matières qu'on peut méthaniser. Donc ça va de matières agricoles telles que le fumier ou des ensilages ou des résidus comment dire, enfin, des issues de silos, donc des résidus de grains, des choses comme ça, à tout ce qui est également déchets de l'agroalimentaire ou déchets de collectivité, donc biodéchets, déchets carnés, déchets d'industrie laitière. Et on peut aller également plus loin et aller même méthaniser de la fraction fermentescible d'ordures ménagères. Donc ça, c'est des projets un petit peu particuliers, mais c'est possible et ça existe déjà. Au niveau des tailles de projet, on va dire qu'il n'y a pas de taille minimale ou maximale. C'est vraiment une question d'économie de projet en fonction de la matière, des matières que vous allez méthaniser, du coût que vous avez de traitement à l'origine. On va avoir comment dire, une taille minimale qui va évoluer d'un projet à l'autre, d'un site à l'autre. Donc, on va dire qu'en moyenne, on a beaucoup de projets qui commencent à partir de à peu près 10 000 tonnes par an, mais on peut avoir des projets plus petits, on peut avoir des projets bien sûr beaucoup plus gros. Voilà. Et si, juste une petite parenthèse sur l'intérêt des gisements, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en méthanisation, ce qu'on dégrade, c'est de la matière organique, donc c'est la matière sèche. Donc plus une matière va être sèche, moins elle va contenir d'eau et plus elle va permettre de produire du gaz. Et donc voilà, donc plus on a une matière liquide, moins elle va être intéressante en méthanisation, mais voilà, toute matière qui contient de la matière organique peut avoir un intérêt et va nous apporter du gaz. Une autre des questions qu'on peut se poser sur l'intérêt de faire un projet de méthanisation, c'est les impacts qui peuvent être liés à ce projet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la méthanisation, c'est un processus anaérobie, donc qui se passe sans oxygène. Donc, les réacteurs de méthanisation sont parfaitement étanches. Donc, on n'aura pas de nuisances liées vraiment au processus de méthanisation. Par contre, effectivement, on va avoir des matières avant qu'elles soient introduites dans le digesteur, qui peuvent être, elles, à l'origine de nuisances. Et tout ça, on peut le gérer avec des bâtiments avec traitement de l'air. On va essayer de confiner au maximum les matières en entrée. Et donc, finalement, la nuisance olfactive peut être très bien maîtrisée. Donc maintenant qu'on a vu à peu près qu'est-ce qu'on peut méthaniser et comment ça fonctionne, on va s'intéresser à la valorisation des coproduits de la méthanisation, donc à la fois le biogaz et le digestat.
Le biogaz, on a différentes solutions de valorisation aujourd'hui, avec certaines qui sont quand même beaucoup plus mises en place que d'autres. Donc la plus commune aujourd'hui, c'est l'épuration de gaz pour injection sur le réseau de gaz naturel. Et donc, on va séparer le CO2 et le méthane pour avoir un méthane le plus pur possible, qui est une qualité qui réponde aux normes d'injection sur le réseau de gaz naturel. On a également une autre solution qui a beaucoup été mise en place en France jusqu'à il y a 5 ans, qui est un peu moins commune aujourd'hui parce que moins efficace d'un point de vue énergétique. C'est le fait de brûler le gaz dans un moteur de cogénération pour produire à la fois de l'électricité et de la chaleur. Donc, l'électricité, elle sera autoconsommable sur place ou injectable sur le réseau électrique. Et la chaleur, voilà, elle pourrait être consommée sur place également. Et dernier point qui est un peu moins communément mis en place, mais qui est tout à fait faisable, notamment si on a des besoins particuliers de chaleur, de vapeur, des choses comme ça sur site, on peut également autoconsommer ce gaz et le brûler dans une chaudière pour produire différentes formes de chaleur. Bien sûr, chaque forme d'énergie là qu'on a évoquée, que ce soit l'électricité, la chaleur ou même le gaz en direct, peuvent être consommés sur place ou vendus en extérieur. Le digestat, donc l'autre produit de la méthanisation, donc ce résidu de matière organique, il a un intérêt agronomique et en général, on prévoit un épandage sur des terres agricoles. Il faut quand même garder en tête que tout ce qui est rentré en méthanisation, enfin, et donc toutes les substances qui étaient présentes dans les intrants vont se retrouver dans les matières sortantes. Donc, si par hasard on vient à méthaniser des matières qui pourraient être polluées de diverses manières, on aura ce polluant en sortie et donc ça peut venir remettre en question l'intérêt de l'épandage. Dans ce cas-là, il faudra trouver d'autres solutions qui seront peut-être plus des solutions de destruction que de vraiment valorisation de coproduits. Mais voilà, la plupart du temps, quand on est sur des matières organiques propres, entre guillemets, il n'y a pas de souci et on peut faire de l'épandage. Et donc, c'est là tout l'intérêt, c'est qu'on a un retour au sol et donc on a finalement ces matières organiques, elles auraient sûrement déjà été épandues, elles auraient déjà eu un retour au sol, mais là en plus, entre-temps, on a créé de l'énergie, donc on est plutôt sur un cercle vertueux. Alors maintenant, je vais vous présenter un exemple d'un projet de méthanisation. Là, en l'occurrence, c'est un projet qui est porté par une collectivité et qui traite majoritairement des biodéchets, comme vous pouvez le voir. Donc des biodéchets sous forme de soupe. On a également des graisses industrielles agroalimentaires, des boues industrielles, des effluents lactiques et de la glycérine. Donc voilà, on est sur un projet qui traite à peu près 18 000 tonnes de matière par an. Pour vous donner une idée d'emprise au sol et de taille d'installation, donc pour un projet de ce type-là, on va avoir 2 digesteurs ici qui sont en parallèle puisqu'on est sur des matières qui se dégradent assez vite. Et donc des cuves de 15 mètres de diamètre et de 8 mètres de haut. Donc voilà, après il y a un certain nombre d'équipements autour. Il peut y avoir, comme je vous expliquais, un bâtiment de confinement des matières entrantes avec traitement de l'air. Mais voilà, ça permet d'avoir une idée à peu près de ce à quoi peut ressembler un projet de cette taille-là. Et donc ce projet, il va permettre de créer 20 000 tonnes de digestat et du méthane à un débit de à peu près 180 normomètres cubes par heure, ce qui représente 16 000 mégawattheures par an d'énergie. Donc voilà, un site de ce type-là permet la production de 16 000 mégawattheures par an, ce qui est quand même assez conséquent. Et en l'occurrence, sur ce cas précis, le gaz sera valorisé sur le réseau de gaz naturel, sur le réseau de distribution. Mais voilà, donc ça permet de voir pour un industriel, par exemple, cette énergie, elle pourrait être autoconsommée et donc ça lui permettrait de maîtriser sur sa consommation globale de gaz 16 000 mégawattheures par an et donc d'avoir une visibilité sur le long terme sur les coûts que peuvent présenter cet approvisionnement en gaz. Et donc, c'est plutôt sympathique d'avoir une visibilité sur le long terme sur les coûts de l'énergie, surtout quand on voit les fluctuations qu'on peut avoir d'une année à l'autre et qu'on a pu constater ces dernières années.
Ensuite, je vais faire une petite parenthèse, donc ça va rejoindre la présentation précédente sur les perspectives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la méthanisation. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi à la valorisation du CO2, puisque, voilà, je vous expliquais, le méthane, on a tout un tas de solutions de valorisation qui existent déjà, et c'est d'ailleurs principalement pour ça qu'on fait de la méthanisation aujourd'hui. Le digestat, il a de bonnes valorisations avec un retour au sol aujourd'hui. Et il y a ce CO2 qui, n'est souvent pas valorisé, et en fait, il y a plein de solutions de valorisation. Donc CVE en a présenté une tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on travaille sur une autre forme de valorisation du CO2 qui est la méthanation, donc la production de méthane supplémentaire à partir de ce CO2, tout simplement en faisant une combinaison CO2-hydrogène. Je crois que j'ai une petite diapo suivante qui présente un petit peu mieux le processus. Voilà. En gros, l'idée, c'est de venir créer de nouveau du méthane qui sera lui aussi autoconsommable ou injectable sur le réseau de gaz naturel. Et ce méthane, on va le produire à partir du CO2 résiduel de la méthanisation et d'hydrogène qui peut être produit sur place ou pas. Et en fait, l'intérêt de coupler cette méthanation à la méthanisation, c'est qu'on a beaucoup d'interactions entre les deux procédés, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Donc, on a des échanges d'eau, de chaleur également, puisque la méthanation est un procédé qui consomme de l'énergie thermique, alors que la méthanation est un procédé exothermique. Donc voilà, le fait d'avoir une méthanation couplée à la méthanisation, on va plus du tout avoir besoin d'autoconsommer de gaz pour le chauffage de la méthanisation. On va pouvoir simplement utiliser la chaleur produite par la méthanation. Voilà, et ensuite, on va valoriser le CO2 de la méthanisation. Donc, plutôt que de le rejeter à l'atmosphère, on va pouvoir à peu près, pas exactement, mais quasiment doubler la production de méthane sur le site. Donc, c'est-à-dire si on utilise tout le CO2 produit par la méthanisation pour faire du méthane avec de l'hydrogène, on va passer d'une production qui pouvait être d'environ 100-120 nanomètres cubes de méthane produit par la méthanisation à au moins 200 nanomètres cubes de méthane produit sur le site global entre la méthanisation et la méthanation. Donc voilà, ça permet d'avoir une production supplémentaire de méthane avec un processus qui est très compact, puisque, pour vous donner une idée, sur un site de méthanisation qui aurait eu des cuves de plusieurs milliers de mètres cubes pour produire 120 mètres cubes de gaz par heure, en méthanation, on va être sur un réacteur d'environ 25 mètres cubes. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très compact, très petit, et qui produit quand même pas mal de gaz. Donc voilà pour les perspectives, et je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Armelle. Est-ce qu'il y a quelques questions? Moi, j'ai une question, si je peux. Je t'en prie, Julie. Enfin, c'est une question et plus une remarque aussi. Sur la partie digestat, donc la valorisation du digestat suite à la méthanisation, est-ce que vous avez travaillé sur l'association digestat et biochar ou pas? Nous, pas spécialement. C'est pas un point sur lequel on s'est concentré, mais peut-être que d'autres personnes l'ont fait. C'est vrai que nous, jusqu'à présent, on a beaucoup développé des projets sur lesquels on avait des facilités finalement d'épandage, et donc on n'a pas eu, on n'a pas plus développé le sujet que ça. Voilà. Parce que du coup, il y a des recherches qui ont été menées récemment et qui prouvent que en fait, le biochar permet notamment de transformer l'ammonium en nitrate minéral qui serait plus accessible pour les plantes. Et il y a un vrai intérêt agronomique. Et peut-être qu'il y a une piste intéressante pour vous derrière pour plus facilement valoriser le digestat auprès des coopératives agricoles, par exemple, ou autres. Voilà. D'accord, ok, mais très intéressant. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions via le chat ou en levant votre main? Si on a passé. Ah, il y a une main levée. Vicky, je vous en prie. J'étais pas sûre que ça allait marcher, pardon. Question sur la... Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Sur vos activités de méthanation, désolée si ça m'a échappé pendant la présentation, mais du coup, l'hydrogène, vous approvisionnez comment? Vous produisez également de l'hydrogène, du coup, pour combiner ça à votre CO2, ou est-ce que vous approvisionnez ailleurs? Alors, aujourd'hui, c'est une vraie question.
je vous avoue qu'on a changé plusieurs fois d'avis sur le développement des projets, parce qu'en fait, aujourd'hui, la production d'hydrogène, ou en tout cas le coût de l'hydrogène représente une grosse partie du coût de fonctionnement du projet de méthanation. Et avec des fluctuations de prix de l'électricité, on a des grosses fluctuations de prix de production de l'hydrogène également. Dans l'idée, aujourd'hui, ça serait plutôt de produire sur site, tout simplement parce que nous, Arcolia Énergie, on est également producteur d'électricité verte via le solaire. Et donc, dans l'idée, on utiliserait de l'énergie qui provient de centrales au sol qui sont sorties de contrats de vente d'électricité, donc qui ont terminé leurs engagements de vente en fait. Donc c'est des centrales qui sont déjà rentabilisées et déjà amorties, et donc ça nous permettrait d'avoir un coût de cette électricité maîtrisé et limité en fait, on va dire. Mais si demain, d'ici que les projets sortent, puisque là, donc, j'ai pas parlé de temporalité, hein, mais donc sur ce sujet de méthanation, on a en fait un projet qui est déjà en cours de développement à échelle industrielle, et on fait partie des projets du bac à sable de la Creux sur ce sujet-là. Et donc l'idée, c'est que ce projet sorte fin 2025, début 2026. Donc si d'ici là, on a des évolutions et qu'on a un meilleur intérêt à acheter le méthane par ailleurs, l'hydrogène par ailleurs, on le fera peut-être. Mais je ne pense pas qu'on arrive à faire mieux que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos centrales au sol, PV, le système de PPA et la production sur site. Ouais. Il est très clair, merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, a priori, je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Du coup, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc, merci Armelle. Et puis, on va laisser la parole à Erwan Trottou de l'entreprise Sapoval. Donc, la main est à toi, Erwan. Et pareil, Bonjour. je passerai tes slides. Merci Mylène, bonjour à tous et merci pour la proposition d'intervention. Donc on a pas mal parlé effectivement méthanisation et là moi je vais refaire un focus un peu plus sur la partie eau plus que déchets et valorisation. Donc en quelques mots Sapoval comme les autres, et puis je vais essayer de faire le lien avec cette méthanisation parce que je pense qu'en industrie il y a vraiment un potentiel en termes de valorisation eau énergie sur aussi d'autres types de méthanisation associés plus aux effluents. Donc Sapoval, une entreprise aujourd'hui d'une petite vingtaine de personnes basée à Albi, dans le sud-ouest, mais qui intervient de manière nationale sur des questions de la valorisation de l'eau et des eaux principalement usées, notamment en industrie, et de tous les composants qu'on va retrouver dans l'eau et de ses sous-produits, dont aussi le lien avec la méthanisation. On peut passer rapidement sur ces slides. C'était juste, comme j'imagine que la présentation sera partagée. Aujourd'hui, on intervient à la fois à travers des prestations d'études, de conseils, de formation, de diagnostic et d'optimisation de stations d'épuration industrielle, et à la fois sur de l'amélioration continue, des petits travaux et de la maintenance pour faire de ces outils, d'abord des outils qui permettent aux industriels de respecter leurs normes de rejet, mais dans un second temps d'aller vers de l'optimisation, et c'est ce dont on va parler juste après. Je passe très rapidement. Si on s'appelle Sapo, c'est que historiquement, et ça reste encore un tiers de notre activité, on vend des unités de saponification des déchets gras qui permettent aux producteurs de quantités importantes de déchets gras de valoriser le plus localement possible, idéalement en digestion anaérobie, donc en méthanisation, ces matières carbonées facilement biodégradables. On peut passer très rapidement des références dans tous les secteurs, pas mal. Qui dit travail du déchet gras fait qu'on a beaucoup travaillé dans le monde agroalimentaire historiquement, mais que depuis on a bien élargi au monde minéral, au monde du déchet et puis au monde des collectivités urbaines. Et je vais attaquer le cœur du sujet, effectivement, qui était comment appréhender économie, eau et énergie en industrie. Pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est que souvent, l'eau et l'énergie, on parle soit que d'eau, soit que d'énergie, mais on parle pas souvent des deux ensemble. Et souvent, alors de les réfléchir en silo, et notamment sur la thématique énergétique, il y a eu beaucoup de travail sur les économies d'énergie fait depuis de nombreuses années pour des
des raisons économiques et parce que c'était aussi facilement mesurable et mis en place. Il y a de grosses choses qui sont faites actuellement sur les économies d'eau, mais souvent on ne regarde pas les deux ensemble, alors qu'en soi, quand on regarde notamment une eau usée industrielle, c'est une source de chaleur notamment, mais pas que, assez importante. Donc nous, on essaye de plus en plus, parfois seul, mais parfois aussi accompagné d'énergéticiens, d'arriver à regarder les deux. Si je repose sur quelques généralités, de quoi on parle quand on parle de type d'eau, déjà on parle de beaucoup de choses, et d'un industriel à l'autre, c'est différent, mais d'un usage à l'autre dans l'industrie, c'est différent. Donc j'ai mis différents types d'eau et différents usages d'eau potentiels. Aujourd'hui, comme ça a été dit en intro, on commence à avoir un cadre réglementaire qui se clarifie et qui va permettre de travailler un peu plus sereinement sur des idées de recyclage. Mais aujourd'hui, techniquement, d'un point de vue process, on sait produire à peu près n'importe quelle qualité d'eau à un coût à peu près similaire à de l'eau potable. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, techniquement, on sait le faire. Il reste, par contre, effectivement, à convaincre un certain nombre, soit de sujets réglementaires, soit d'aspects plutôt qualité, hygiène, tout en garantissant une fiabilité des process mis en œuvre. Sur les questions d'énergie, c'est pareil. Alors moi, je la regarde avec mon entrée eau, c'est-à-dire que je n'ai regardé que ces entrées d'énergie-là, mais les effluents et les eaux de manière générale, pas que effluents, mais aussi eau de process, sont souvent une source de chaleur non négligeable et parfois une façon de transporter la chaleur. Donc c'est à la fois en utilisation et en disponibilité. Et après, on a une énergie électrique qui est consommée par tous les procédés de traitement d'eau, aussi bien eau de process que eau usée, qui est non négligeable et sur lesquels il y a beaucoup de travail d'optimisation qui peuvent être faits. Et je vais vous en montrer quelques exemples par la suite. La dernière ligne que je n'ai pas rajoutée sur l'énergie, mais que je trouve intéressant au regard des présentations qui ont été faites juste avant, c'est cette question effectivement aussi d'utiliser la pollution pas comme quelque chose à retirer, mais plutôt comme quelque chose qui peut produire de l'énergie. Aujourd'hui, malheureusement, mais en tout cas en France, la méthanisation d'effluents est assez peu répandue, contrairement à d'autres pays. Et aujourd'hui, on sait faire, en gros, des stations d'épuration à énergie positive grâce à de la méthanisation d'effluents, qui certes demande un investissement plus lourd qu'une station d'épuration classique, en mettant notamment des types de méthanisation très adaptés aux effluents, mais qui derrière génère une énergie certaine et qui souvent est revalorisée directement sur site parce qu'il y a toujours en industrie des besoins de chaleur, où la plupart du temps il y en a, et notamment en agroalimentaire. Donc ça c'est un vrai axe dont je n'évoquerai pas plus aujourd'hui, mais qui est intéressant et qu'on discute avec les clients en termes d'études en amont, sachant que la barrière à l'entrée, c'est évidemment le CAPEX. On peut passer sur la slide suivante, où on va passer voilà, aujourd'hui, ce qui est important dans toute démarche de valorisation ou d'économie d'eau et d'énergie, ça va être effectivement de se poser les bonnes questions, d'arriver à prendre le temps de se poser les bonnes questions, d'arriver à identifier, parce que chaque industriel a un contexte réglementaire qui lui est propre, de par souvent son ICPE, et il va avoir un contexte technico-économique local qui lui est propre, c'est-à-dire que chaque industriel a un coût de l'énergie un peu différent, selon son contexte local, voisin d'un méthaniseur, pas voisin d'un méthaniseur, très isolé, etc. Il va avoir un contexte du coût de gestion de ses sous-produits différents, et pareil sur le coût associé à l'eau et à l'assainissement. Donc il n'y a pas une et unique solution, mais il y a plutôt une solution par site. Et nous, notre enjeu, en lien très étroit avec l'industriel et en connaissant tout ça, c'est d'arriver à identifier quelle est la bonne filière, la bonne solution, la bonne boucle en interne ou en externe. On peut passer, et je pense que je vais passer assez vite sur les slides de méthode, d'études. Je pense que pour rentrer plutôt dans des exemples concrets, donc passons sur cette partie-là. S'il te plaît, Mylène. Pareil. Donc là, c'est un déroulé classique d'études comme on la met en place avec les industriels, et vous aurez les slides d'après.
en gros, on aboutit souvent à des cartographies des usages et des consommations eau, énergie qui peuvent avoir ces formes-là, et à des solutions très pratico-pratiques que vous pouvez voir à droite, qui vont partir de choses d'adaptation ou d'automatisation, de lavage, ne serait-ce que mettre des électrovannes et temporiser. Alors, petit 1, on va très vite calculer le gain en eau, mais derrière, on ne se rend pas compte, c'est aussi un gain en énergie, parce que toute l'eau économisée, c'est une eau non potentiellement réchauffée, et donc un gain énergétique associé. Un gros du travail, qui est le cas sur tous les sites sur lesquels on fait des audits, c'est tout passe par, ce qui est quelque chose de compliqué, mais la sensibilisation des équipes, la formation à l'exploitation des process. Et on est bien conscient qu'en tant qu'industriel, on n'est pas traiteur d'eau. Donc, c'est un process dans le process qu'il faut connaître et comprendre. Évidemment que plus on a de data, plus on est fin, et donc plus on a de capteurs, mieux on contrôle. Et je vous montrerai un exemple derrière. Et donc, il y a des solutions qui vont ça va partir parfois de coût zéro ou de coût quelques milliers d'euros à évidemment des solutions bien plus d'envergure. Quand on produit une eau osmosée pour de la chaudière à partir d'une eau usée, on est évidemment sur des capex plus importants. Voilà pour la partie un peu générale. Derrière, je pense que j'aboutis à une partie avec plusieurs retours d'expérience. Ce premier retour d'expérience, c'est un abattoir qu'on accompagne depuis quelques années, qui est basé à Lacaune. Assez gros, ça doit être le plus gros abattoir de porc dans le Grand Sud-Ouest, hein. On est sur, vous voyez, des 40 000 tonnes par an. Au début, en fait, c'est un abattoir qu'on a accompagné sur le fait il augmentait de 25% sa capacité de production et il voulait s'assurer que l'outil épuratoire qu'il avait était capable de traiter, plutôt que de repartir sur reconstruire une nouvelle station d'épuration. Donc, chez lui, on a mis en place un certain nombre de modifications de sa station d'épuration, avec l'ajout de sondes, d'oxygène, redox, pour mieux gérer l'aération, de l'ajout de variateurs de vitesse sur un certain nombre d'équipements, et l'ajout d'une déphosphatation physico-chimique. On a beaucoup accompagné pendant 1 an sur la formation et de l'assistance. Et derrière, avec le même outil et quasiment la même production, on s'est rendu compte qu'on avait réussi à diminuer de 30% sa consommation d'énergie sur sa station, en plus de garantir un traitement et des normes plus basses en sortie, puisque notamment on passait de 10 à 2 mg sur le phosphore. Et voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a un suivi qu'on continue à analyser sur toute la partie OPEX associée à sa station. Et aujourd'hui, on va dire qu'il a enfin fait ses 20-25% d'augmentation de production, et on revient au final aux OPEX initiaux qui étaient il y a quelques années. Ce qui est intéressant, donc, comme quoi, en apportant un peu de contrôle et du savoir, on peut arriver, là principalement, c'est comment mieux réguler l'aération qui va permettre de dégrader la pollution organique, et c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé avec lui, en plus d'améliorer les pré-traitements et récupérer plus de pollution en amont, une pollution d'ailleurs qui va se retrouver en méthanisation, pour faire le petit clin d'œil aux présentations d'avant. Ce qu'on a fait avec ce client là depuis 1 an, et avec l'explosion, donc diapo suivante, des coûts de l'énergie, la première phase, c'est ce que je viens de vous dire. La deuxième phase, là, qui est aussi assez intéressante, moi je trouve, c'est que voilà, comme beaucoup là, avec les crises subies ces quelques dernières années, un coût de l'énergie en heure pleine qui fait un peu plus de x5 chez lui. Donc un client assez, assez stressé il y a 1 an et demi, qui vient nous voir en nous disant est-ce que j'ai le droit d'arrêter ma station d'épuration en heure pleine? Donc évidemment non. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc on a travaillé avec des outils de modélisation pour s'assurer que ce qu'on lui proposait était possible, à modifier l'automatisation et à adapter au final ses stratégies de pilotage de la station selon ses heures pleines, heures creuses, heures de pointe, pour essayer de réduire, tout en garantissant toujours le même traitement, mais de réduire le surcoût énergétique associé à l'augmentation de ses tarifs. Donc voilà, là les résultats donc de l'hiver dernier, sachant qu'on reproduit la même chose sur l'hiver 2023-2024, mais sur l'hiver 2022-2023, c'était au final une projection à plus 55 000 € par an, qui en fait ne s'est retrouvée qu'autour de 10-15 000 €
dans l'année, sachant que les modifications dont on parle lui ont coûté de l'ordre de 5 000 €, quoi. Donc, d'études et modifications, c'était assez simple. Voilà l'exemple d'accompagnement qu'on met en place et qu'on aime bien mettre en place. Sur d'autres expériences, donc alors on ne peut pas partager les sites, mais j'ai mis 2 autres expériences. Là, on est plutôt sur la filière chimie cosmétique, mais d'un industriel qui avait une eau usée, qui, comme beaucoup, ont des arrêtés sécheresse qui lui imposent de mettre en place des solutions pour anticiper des potentielles coupures sur ses possibilités de prélèvement dans le milieu naturel, et donc avait la volonté de recycler de l'eau. Au final, après discussion, impossible de mettre dans le process pour des questions plutôt qualité. Et donc, on a étudié la possibilité jusqu'à aller à des essais pilotes sur site de réintégrer ces eaux pour sa chaudière sur le site. Donc, une eau déminéralisée, hein, quasi totalement. Enfin, on produit une eau osmosée, donc de très très haute qualité, à un débit, là, vous voyez, non négligeable, hein, 10 mètres cubes heure. Comme il a des éléments très particuliers dans son eau, vous avez une filière, bon, là, je rentre dans la technique un peu, mais d'ultrafiltration d'osmose inverse avec de l'ozonation et du charbon actif, qui ont pu être, parce que dans la première filière imaginée, il n'y avait pas forcément les post-traitements, d'où la nécessité dans ces cas vraiment de passer par des essais pilotes sur site. Et derrière, ce qui est important à avoir en tête, c'est que les gains, quand on leur a présenté, c'est vraiment le gain énergétique sur le fait justement d'avoir une eau plus chaude en entrée chaudière, et donc d'avoir moins besoin d'énergie, est non négligeable dans le projet. Donc certes, il y a un gain sur l'eau assez évident d'éviter de consommer de l'eau potable pour la mettre dans sa chaudière. Il y a un gain sur l'assainissement puisqu'on évite de rejeter une eau dans son réseau d'assainissement. Alors ça engendre d'autres problématiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est intéressant, et ça permet aussi d'aller chercher différents guichets de financement, agences de l'eau à eux, et certificats d'économie d'énergie de manière croisée, pour vraiment abaisser le retour sur investissement du projet. Voilà, et le dernier exemple que je voulais évoquer était sur une idée effectivement de récupérer de la chaleur d'eau de stérilisation. Donc là, on avait un client qui rejetait à peu près 3 mètres cubes heure issus de stérilisateurs, donc alors qui sortent à 60 degrés du stérilisateur, enfin qui sortent à plus de 60 degrés, mais une fois arrivé dans le réseau un peu plus bas, on considérait qu'on était autour de 45 degrés. Aujourd'hui, on a des échangeurs suffisamment robustes pour accepter. Alors les eaux de stérilisation, c'est quand même des eaux suffisamment propres, et à minima, si on les réutilise pas, d'en récupérer la chaleur pour préparer une eau préchauffée, justement pour ces usages de stérilisation, sachant que lui avait d'autres usages aussi à côté. Mais avec des investissements tout à fait, en tout cas qui rentrent tout à fait dans les standards de ce qu'un industriel peut investir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un marché qui est en cours d'être passé, puisque même si c'est une application industrielle, c'est une collectivité qui pilote l'installation. Voilà quelques exemples, et puis le mieux, c'est peut-être de réagir à des questions si jamais vous en avez. Super, merci Erwan. Est-ce qu'il y a quelques questions? Pas de questions a priori. Non, c'est que tout était clair en tout cas. Merci pour cette présentation. Donc, avec plaisir. L'ensemble effectivement des présentations seront disponibles avec le replay, donc pour les détails, et puis les contacts aux intervenants, vous avez les contacts directement sur les slides, et on peut vous mettre en relation bien sûr si vous avez des questions a posteriori. Je vous propose qu'on continue gentiment sur la conclusion. Donc, ce qu'on voulait, comme les fois précédentes, vous présenter, c'est les petits appels à projets qui peuvent vous aider à accompagner justement la transition vers certaines technologies ou certains nouveaux process. Et donc, pour parler des appels à projets hauts, je vais laisser la parole à Simon Nardin de AI Control. Oui,
Merci Mylène. Bonjour à tous. Donc effectivement, on voulait vous parler et mettre l'accent sur deux appels à projets qui sont en cours. Donc le premier étant Innovo et le second étant donc un appel à projet qui s'appelle Accompagner la sobriété en eau des acteurs économiques. En ce qui concerne Innovo, donc c'est un appel à projet France 2030 avec des financements de l'ADEME avec plusieurs reliefs jusqu'en janvier 2025. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a quatre axes principaux. L'objectif global étant de développer et de financer des innovations qui permettent d'améliorer à la fois la gestion, les usages et le traitement de l'eau. Et donc les quatre axes donc, s'articulent. Donc le premier sur vraiment la gestion de la ressource en tant que telle dans un contexte de changement climatique. Le second va plutôt être sur l'économie de la ressource. Le troisième sur le traitement de l'eau. Et enfin, un axe plus sur le numérique et la donnée au service de la gestion de la ressource en eau. En ce qui concerne donc l'appel à projet accompagner la sobriété en eau des acteurs économiques, donc là, on est sur un financement de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Cet appel a été lancé l'an dernier, donc suite au plan eau du gouvernement, donc en mars-avril de l'année dernière. Et il vise cette fois vraiment les sites industriels qui ont de forts potentiels de réduction d'eau, puisque ce sont le volume minimum économisé doit être au moins de 5000 mètres cubes par an. Donc cet appel à projet permet de financer la mise en place de circuits de recyclage. Il peut aussi traiter de la réutilisation des eaux usées traitées, du recyclage des eaux pluviales et de la réparation de fuites sur les réseaux. Voilà, donc ça, c'est les deux appels dont on voulait vous parler. Il y en a un autre sur la slide d'après, voilà, qui est donc l'appel à projet démonstrateur d'IA frugal dans les territoires pour la transition écologique. Là, on est vraiment donc, sur le développement d'applications de sciences des données et d'IA, donc d'intelligence artificielle, avec une approche de frugalité pour la transition écologique des territoires. Et là, vous avez un peu le détail de la cible notamment. Donc, soit les projets sont portés par une collectivité ou par un acteur économique émergent avec je ne vous détaille pas l'assiette, etc., parce que vous savez le lire vous-même, mais en tout cas, on est à votre disposition si vous avez des questions plus détaillées sur ces trois appels à projets. Il y en a bien sûr d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont ces appels qui nous paraissaient pertinents par rapport au sujet qu'on évoquait aujourd'hui. Merci Simon. Juste une petite précision a été apportée dans le chat par Nathalie Gadel. Ouais. Le volume d'eau pour la paix sobriété est passé à 2000 mètres cubes. Il a diminué. Voilà. Ok. Bah, c'est qu'ils n'avaient peut-être pas assez de projets, donc peut-être de effectivement, projets. ils ont diminué le. Merci pour la précision. Parfait. Et on va passer, j'ai laissé la parole à Ophélie Slemsani du pôle Derby pour nous parler un petit peu des appels à projets plus en lien avec l'énergie. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je vais d'abord vous présenter les appels à projets plutôt sur les aspects de décarbonation et puis après des dispositifs de financement plus régionaux sur l'innovation. Donc sur la partie décarbonation, donc il y a deux grands appels à projets de l'ADEME à ce niveau-là. Donc je vais surtout parler du premier qui permet donc de diminuer tout ce qui va être émissions de gaz à effet de serre pour des industries. Il y a trois thématiques qui ont vraiment été identifiées, qui sont assez larges et qui sont ensuite bien détaillées dans l'appel à projet, dans le cahier des charges. C'est le sujet de l'efficacité énergétique, le sujet de tout ce qui est modification de mix énergétique en incluant des matières, et le sujet de la captation, de la valorisation et du stockage du carbone. Donc à ce niveau-là, les projets, en fait, il faut un budget minimum d'investissement. Donc il faut que l'investissement démarre à 3 millions d'euros, donc le projet soit quand même assez conséquent, et ils acceptent des projets jusqu'à 30 millions d'euros. Au niveau de la clôture, donc c'est un appel à projet qui va se terminer assez rapidement, donc le 7 mars.
Contrairement au second appel à projet qui s'appelle Décarb 1 de plus, qui est sur la droite, qui lui va se clôturer qu'en 2026, avec une première date de relève là début mars. La différence entre les deux appels à projet, c'est principalement la taille du projet. Donc sur Décarb 1 de plus, on cible des projets qui commencent à 50 millions d'euros. Donc voilà, c'est vraiment des très gros projets de décarbonation industrielle. Vous avez bien sûr les liens donc, pour avoir le détail un petit peu du contenu. Et on voulait également parler du fonds chaleur de l'ADEME. Donc voilà, c'est vraiment 3 dispositifs ADEME. Au niveau du fonds chaleur, c'est un accompagnement financier à la fois sur la partie études, donc études de faisabilité, mais aussi sur tout ce qui va être investissement pour tous les projets de production et de récupération de chaleur. Donc là, on va parler de géothermie, on va parler de méthanisation, on va parler de solaire thermique, on va parler de récupération de chaleur fatale, de biomasse. Donc c'est vraiment les sujets qui sont traités par le fonds chaleur et il faut bien comprendre qu'il y a aussi les études qui sont financées et pas uniquement les investissements. Contrairement aux appels à projets de décarbonation de l'industrie présentés juste avant, où on parle vraiment d'accompagnement financier pour l'investissement. Donc ça, c'est les appels nationaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même en région Occitanie, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place. Là, je vais vous en présenter rapidement 2. Donc le contrat innovation et le projet innovation qui fait partie du dispositif France 2030 régionalisé. Donc le contrat innovation, donc ça peut être individuel ou collaboratif, hein. L'idée, c'est d'avoir un TRL estimé entre 4 et 6. Donc voilà, et le budget, donc on est sur des plus petits budgets, on n'est pas du tout sur les mêmes montants de projets que pour la décarbonation. Là, c'est un budget minimum qui commence à 40 000 € sur un projet qui va durer 2 ans. Et c'est tout ce qui est projet d'innovation technologique, de procédés, mais aussi de services ou d'organisation. C'est vraiment pour que vous puissiez financer le premier développement. Et donc ça, c'est une clôture, l'instruction se fait au fil de l'eau, donc vous n'avez pas de date de clôture ou date de relève à respecter. C'est vraiment une instruction au fil de l'eau par la région. C'est le même fonctionnement pour l'appel à projet d'innovation de France 2030 régionalisé. C'est juste que les montants de vos projets seront plus importants. Donc, vous allez basculer sur ce dispositif-là. En termes de niveau de TRL, c'est exactement le même, mais c'est un projet qui peut se faire de manière individuelle ou collaborative. Voilà, avec une instruction au fil de l'eau également. Et ensuite, je voulais vous parler de ce dispositif-là, qui est aussi un dispositif régional qui va vous permettre de financer plutôt l'aspect démonstrateur. Donc une entreprise voilà, qui a déjà un prototype qui veut financer un démonstrateur. Ça s'appelle IDEMO régionalisé. Et on parle uniquement là de projets collaboratifs. Donc l'idée, c'est de créer un consortium avec à minima 2 entreprises. Il faut qu'il y ait absolument un partenaire de la recherche académique. Donc ça peut être notamment un laboratoire de recherche. Voilà, et vous pouvez aller jusqu'à 5 personnes, enfin 5 partenaires, 5 structures qui seront dans ce consortium. Donc c'est du collaboratif, c'est pour développer des démonstrateurs en Occitanie. Les projets, c'est entre 1 et 4 millions d'euros. Voilà, et ça va sur une durée qui donc s'échelonne de 2 à 4 ans. Et il y a différentes relèves, il y a 2 relèves par an. Là, il y en a une en avril, une en octobre, et il y en aura 2 l'année prochaine également. Donc voilà, c'était pour vous présenter un peu les dispositifs plus sur l'innovation en région. Parfait, merci Ophélie. Juste pour vous préciser que sur les IDEMO régionalisés, donc là on vous a mis les liens pour Occitanie, mais on pourra vous mettre les liens pour PACA, puisque le dispositif existe également pour les personnes qui sont localisées en PACA. Et pour conclure, donc on vous en avait parlé la dernière fois aussi, donc on vous remet la slide sur, donc là c'est plutôt pour les acteurs occitans, sur le pass transformation écologique, donc qui s'adresse à plusieurs secteurs d'activité, notamment les industriels et notamment l'agroalimentaire, où là vous pouvez avoir un financement pour vous aider à mettre en place des travaux d'amélioration écologique. Donc on va retrouver tout ce qui va être production de chaleur, de froid renouvelable, économie circulaire et gestion des déchets, sobriété énergétique, optimisation, accessibilité et tout ce qui est en lien aussi avec la digitalisation et la cybersécurité. Donc tous les liens, pareil, si vous voulez plus de détails, seront disponibles. Pour conclure, donc l'idée de ces 3 webinaires, c'était de vous mettre en avant des pistes de solutions pour vous accompagner dans des transitions écologiques, autant sur les aspects énergie que eau. Donc les organisateurs de ces webinaires
sur leur site internet notamment l'annuaire des adhérents. Donc, c'est là aussi une possibilité d'aller chercher des compétences si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Et puis, bien sûr, on reste tous disponibles si vous avez des questions ou si vous souhaitez être mis en relation avec nos adhérents notamment. Donc, un grand merci à tous. Et puis, juste pour vous préciser que donc, ce partenariat qu'on a noué sur ces 3 premiers webinaires, l'idée, c'est qu'on le maintienne et qu'on vous propose d'autres animations avec l'idée d'orienter notamment plus sur la partie application agricole. Donc, réfléchir toujours sur ces enjeux eau et énergie. Donc, j'espère que le webinaire vous a plu. Un grand merci à nos intervenants et puis un merci à vous tous d'avoir suivi. Et pour petite précision, dans le chat, vous avez un petit questionnaire de satisfaction très rapide, mais qui peut nous aider aussi à améliorer les prochains événements qu'on pourra organiser. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Voilà, un grand merci et très bonne journée à tous.